Alors maintenant qu'on sait qu'il faut 1650 spires au primaire, l'enchaînement logique consisterait à calculer N2, le nombre de spires au secondaire. Néanmoins, je propose de faire une petite parenthèse pour étudier ce qui se passe pendant toute la période où, après une mise sous tension, eh bien, notre champ magnétique va avoir cette expression-là, mais avec une constante qui n'est pas encore nulle. Et notamment, je vais vous montrer que cette constante non nulle va être responsable de très fortes intensités au primaire à la mise sous tension, qu'on va appeler des courants d'appel. Et ces courants d'appel peuvent être très violents, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent aller jusqu'à, mettons, 100 fois le courant nominal primaire du transformateur. Et donc ils peuvent être tellement violents que des fois ça a des conséquences sur le réseau électrique, c'est-à-dire que ça peut déclencher un disjoncteur. Alors cette parenthèse, elle va démarrer comme ça, c'est-à-dire qu'on va déjà essayer de déterminer la valeur de la constante. On va essayer de voir de quoi elle dépend déjà cette constante. Alors plutôt que de faire des calculs, on va faire ça de manière graphique. Voilà. Alors par contre, je vais besoin d'avoir pas mal de place au tableau, donc je vais effacer un peu. Bon, les 1650 spires, on va le mettre là, hein, ça on le sait, et non, c'est 1000, on va le mettre même là, égal 1650 spires. Ça on le sait. Alors j'efface, je vais avoir besoin de cette relation, je vais me la garder dans un coin du tableau. Alors pour comprendre ce qui se passe à la mise sous tension du transformateur. Donc je trace un axe du temps là. Et sur cet axe du temps, je vais mettre la sinusoïde du secteur, donc qui est en cosinus de pi 50t. 220 racine de 2, donc ça fait une sinusoïde, hein. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Ça c'est V1 de t égale 220 racine de 2 cosinus de pi 50t. Et cette sinusoïde, le secteur, elle est permanente. On va dire qu'elle existe tout le temps. Et nous, on va supposer que pendant la course de cette sinusoïde, à un instant donné, on décide de raccorder le primaire sur le réseau électrique. Ça veut dire que l'instant d'avant, avant qu'on l'ait raccordé, ce temps roulement n'était pas connecté. Celui-là, on va dire qu'il n'était pas connecté, donc les deux courants I1 et I2 étaet nuls. Donc s'il n'y a pas de courant I1, il n'y a pas de courant I2, ça veut dire qu'il n'y a pas de source de champ magnétique, ça veut dire que la valeur de l'intensité du champ magnétique dans le matériau magnétique, c'est 0. Voilà. Donc en fait, au tout début, à l'origine des temps, le champ magnétique dans la machine, enfin dans le circuit magnétique, c'est 0. Voilà. Et ensuite c'est 0, jusqu'à ce qu'on décide de brancher le primaire, de raccorder le primaire, c'est-à-dire de mettre sous tension. Donc là, on va supposer qu'on fait une première hypothèse, on va faire une mise sous tension. Donc à cet instant-là, c'est-à-dire pile poil quand V1 passe par son maximum. Et on va se poser la question de savoir comment évolue B. Alors B, il est régi par cette équation-là, c'est-à-dire que quand V1 est positif, B va croître. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on voit que là, on va démarrer, on va brancher, la tension V1 va être appliquée au primaire, va être positive, puisque c'est la tension secteur. Ouais. D'ailleurs, ça, je ne devrais pas l'appeler V1, on va l'appeler 220 racine de 2. Voilà. Ok, parce que ça, c'est la tension du secteur. Et en fait, voilà, jusqu'à la mise sous tension, V1 vaut 0, en fait, puisqu'il n'y a rien de connecté. Et c'est seulement quand on met sous tension que V1 devient égal à la tension secteur. Et quand V1 devient égal à la tension secteur, eh bien, V1 est positif ici, donc B va croître. Alors B qui croît, ça donne quoi? Et là, ça donne B qui croît comme ça, avec une pente non nulle. Hein. Ça part comme ça. Et par contre, au fur et à mesure que V1 décroît, va tomber à 0, eh bien, la pente de cette courbe, hein, qui est la vitesse de variation de B, eh bien, la pente va tendre vers 0. Alors, ça veut dire quoi que la pente tend vers 0? Ça veut dire que ça monte comme ça, et puis ça monte de moins en moins vite, et ça s'arrondit. Et ici, au sommet, voilà, pile poil quand la tension est nulle. C'est pas super fait. Voilà. Mais ici, j'ai une pente qui est nulle, c'est-à-dire une tangente horizontale.
Et ensuite, V devient négatif. Si V est négatif, c'est que B va décroître. Donc B commence à décroître un petit peu parce que V est faiblement négatif. Et puis quand ça sera ici, ça va décroître plus fortement. Donc ça décroît comme ça. Jusque ici. Jusqu'à ce que V soit nul. Quand V1 est nul, eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'à ce que V1 soit minimal. Quand V1 est négatif et minimal, ça continue de décroître après, mais cette fois de moins en moins vite. Donc ça continue comme ça, et puis ensuite ça va de moins en moins vite, et puis ça s'arrondit. Et puis à un moment ici, là, je ne sais pas du tout comment je l'ai fait. Voilà, vous avez une pente nulle. Après V1 redevient positif, donc B recommence à croître, etc., etc. Voilà. Et donc là, le B de T, eh bien, à quoi il ressemble? Donc si on dit que c'est T égale 0, c'est ça. Voilà. Voilà. On se met T égale 0 ici. Eh bien, on voit effectivement que la sinusoïde bleue, c'est bien un cosinus, puisqu'elle est maximum à T égale 0. Et on voit que la courbe rouge, c'est bien un sinus ici, puisqu'elle vaut 0 à T égale 0. Et on voit que cette sinusoïde oscille de manière centrée sur 0, c'est-à-dire que la constante ici vaut 0. Voilà. Alors on discutera un petit peu, mais si la constante vaut 0, c'est-à-dire qu'on est pile poil dans le cas qu'on souhaitait. C'est-à-dire qu'au sommet, ici, on a 1,5 Tesla, et ici, on a moins 1,5 Tesla. Alors pourquoi c'est parfaitement centré? Eh bien, on peut démontrer, quand on fait des primitives, des intégrales, des primitives, eh bien, on peut montrer que la grandeur, la quantité dont on monte quand on va de là à là, c'est égal à l'air sous la courbe ici. À un coefficient près, peu importe. Et ensuite, la descente qu'on fait quand on va de là à là, eh bien, c'est égal à l'air qui est sous la courbe bleue ici, mais du côté négatif. C'est pour ça que ça descend. Voilà. Et comme ces deux airs sont égales, eh bien, tout ce dont on est monté ici, c'est égal à tout ce dont on est descendu ici. Puis pareil, de là à là, toute la quantité dont on descend, ça va être proportionnel à l'air qui est ici. Et comme cet air est égal à cet air-là, eh bien tout ce qu'on descend de là à là, c'est égal à tout ce qu'on a descendu de là à là. Donc en fait, il y a égalité entre ces deux niveaux et ces deux niveaux. En gros, c'est pour ça que cette sinusoïde est parfaitement centrée, avec une valeur crête à plus 1,5 Tesla et l'autre la crête inférieure à moins 1,5 Tesla. Donc quand on met sous tension à cet instant-là, eh bien c'est le cas où la constante vaudra 0. Alors maintenant, on va retarder un petit peu la mise sous tension. Et on va dire que la mise sous tension, au lieu de la faire quand V est maximal, on va la faire cette fois ici. Quand la tension V1 la tension secteur est nulle, avec un fond descendant. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour B de T? Il va avoir, exactement les mêmes variations que la courbe rouge, sauf qu'au lieu de partir de 1,5, il part de 0. C'est tout, sinon cette relation est toujours vraie, donc la vitesse de variation c'est la même. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une courbe parallèle à la courbe rouge, voilà, qui a à tout instant la même pente. C'est-à-dire que en fait, quand la courbe rouge descend, ça descend avec la même pente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais descendre d'une quantité qui va ici de 1,5 à 0, ici je vais aller de 0 à moins 1,5. Ça va m'amener jusque là. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Avec une pente qui va de plus en plus vite, puisque V1 de T est de plus en plus négatif. Et puis ensuite, de là à là, eh bien, je vais descendre encore de 1,5 Tesla, puisque là je suis descendu de 0 à moins 1,5, je vais descendre de moins 1,5 à moins 3 Tesla. Et puis ici, ça va saturer comme ça. Okay. Et puis ça se poursuit. Ici, je vais me retrouver à 1,5 Tesla, ici à 0 Tesla. Et voilà comment oscille B de T, mais avec une mise sous tension à un instant différent. Et donc là, on va se retrouver avec moins 3 Tesla.
Voilà. Et là, c'est plus la même histoire, c'est-à-dire que comme on est à moins 3 Tesla, et bien là, le circuit magnétique va fortement saturer, puisque en fait, il saturait dès qu'on dépassait les 1,5 Tesla, hein, peu importe si c'est plus ou moins. Voilà, donc là, typiquement, le champ magnétique va onduler, osciller entre 0 et moins 3 Tesla. Alors l'autre cas extrême que je ne vais pas faire, parce que je n'ai pas de marqueur de couleur suffisante, ou aussi je peux peut-être le faire en noir, c'est si j'avais fait une mise sous tension, on va la faire en noir. Si j'avais fait une mise sous tension ici, et bien là, c'est le phénomène inverse qui se serait passé, c'est qu'en fait, sur cette arche-là, et bien j'ai B de T qui aurait commencé à croître. Voilà. Et donc il va monter à 1,5 Tesla, comme ça, et avec une croissance de plus en plus rapide. Et puis ensuite ça va monter jusqu'à 3 Tesla ici. Ici ça redescend à 1,5. Ici ça redescend à 0. Alors c'est tout parallèle tout ça, tout très parallèle. Pas très bien la courbe. Voilà, et puis ça repart comme ça. Donc ça, c'est on fait la mise sous tension ici. Et cette fois, au sommet, ici, on a plus 3 Tesla. Donc vous voyez, de manière un peu pseudo-aléatoire, quand on décide de mettre sous tension le transformateur, eh bien, il se peut que la mise sous tension se fasse à cet instant-là, celui-là, celui-là, ou celui-là, celui-là, celui-là. On pourrait même faire des cas ici, intermédiaires. Voilà. Et en fait, selon où on met l'instant auquel on met le transformateur sous tension, eh bien, le champ magnétique va osciller entre 0 et plus 3 Tesla, ou entre moins 3 et 0 Tesla, ou quelque chose d'intermédiaire. Et si vraiment on met sous tension à ce moment-là, ça sera entre 1,5 et moins 1,5. Donc voilà ce qui se produit. Et cette oscillation, donc notre théorie prévoit qu'elle va toujours rester, par exemple, entre 0 et 3 Tesla, celle-là. Et en fait, au bout de quelques périodes, c'est ce que je vous expliquais, en fait, la première oscillation va tomber un petit peu en dessous de 0, puis etc. Au bout de quelques dizaines de périodes, la sinusoïde noire va se recentrer sur 0. Donc, ce qui est intéressant de comprendre maintenant, c'est donc pendant ce régime transitoire-là, si on démarre, par exemple, comme la sinusoïde noire, ou la verte, c'est de savoir pourquoi ça va créer un courant d'appel dans l'enroulement primaire. Alors pour comprendre ça, eh bien, on va tracer une deuxième courbe. On va retracer une deuxième courbe que vous avez déjà vue, qui est la courbe d'aimantation du matériau magnétique. Donc on va supposer qu'on a un matériau magnétique qui a peu de mémoire magnétique. Et la courbe d'aimantation, c'est de tracer B en fonction de H. Et cette courbe-là, on a dit comment elle a été faite. Au début, quand on a la pleine amplification du matériau magnétique, eh bien BH sont proportionnels avec une pente. Hein, voilà. Une pente assez importante. Donc la pente ici, je ne vais pas trop charger, parce que je vais avoir besoin d'écrire des choses. Donc la pente, c'est mu0 fois mu r. Voilà. Et puis tout ceci, c'est vrai tant qu'on n'atteint pas la saturation. Donc la saturation, on a dit que c'est à 1,5 Tesla ici. Et puis dans le négatif, ça sera jusqu'à moins 1,5 Tesla. Et quand on dépasse le champ de saturation, le champ magnétique de saturation, eh bien on a un coude. Et la pente ici se réduit. Alors, elle se réduit beaucoup plus que ça, mais bon, parce qu'elle va diviser par 1000. Hein, puisque là, la pente, ça va être simplement mu0. Donc là, c'était mu0 mu r, alors que mu r vaut 1000. Bon, mais schématiquement, ça fait à peu près ça. Et ensuite, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand il n'y a que l'enroulement primaire qui est alimenté, ce qui fait le champ H dans le théorème d'Ampère, hein, si on prend un contour fermé, eh bien c'est N1 fois I1. Voilà, divisé par la longueur du circuit magnétique. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le H qui est ici, eh bien, il est égal à I1, il est proportionnel à I1. Donc à I1 qui multiplie une constante. Voilà, là on a tout pour comprendre les courants d'appel. Pourquoi? Alors déjà, on va voir pourquoi il n'y a pas de courant d'appel si on démarre bien comme il faut ici avec la sinusoïde rouge. Si on démarre avec la sinusoïde rouge, on sait que B va osciller entre plus 1,5 et moins 1,5 Tesla.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ magnétique, imposé par la tension appliquée au primaire, ben, il fait des allers-retours comme ça, entre plus 1,5 et moins 1,5. Voilà, donc il est borné entre là et là. Et du coup, le courant I qui est dans l'enroulement primaire, qui va correspondre, et bien lui, il va faire des allers-retours entre là et là. Voilà, I et H, ils font des allers-retours là-dedans. Voilà, et on a des valeurs de I qui sont relativement modestes. Voilà. Et si maintenant on fait le coup de la courbe, je sais pas moi, la verte, eh bien, ça va être différent. Cette fois, B il va commencer par onduler entre 0 et moins 3 Tesla. C'est-à-dire que, en fait, ici, je vais mettre du moins 3 Tesla. C'est-à-dire moins 3, c'est le double, c'est à peu près là. Alors, il y a moins 3 Tesla. Et en fait, le champ magnétique, à la mise sous tension, il va osciller entre là et là. Il fait des allers-retours ici. Et s'il fait des allers-retours ici, eh bien, le courant I1, lui, il va faire des allers-retours entre ici et ici. Voilà. Et donc, ça va faire le courant I1 qui fait des allers-retours entre là et là. Voilà, il va osciller ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que les oscillations sont asymétriques. Voilà. Là aussi, on voit, c'est asymétrique sur B, c'est asymétrique ici, mais du fait de la non-linéarité, du coup de saturation, eh bien, la valeur crête inverse de I1, là, dans le négatif, elle est bien supérieure à ce qu'il y avait avant. Et c'est ça, cette valeur crête qui peut être 100 fois plus grande que celle qu'on a ici. Voire peut-être plus que ça. Et ça fait ce qu'on appelle un courant d'appel. C'est-à-dire que il y aura des courants, des pics négatifs de courant très violents dans le transformateur. Et ça va durer le temps que les oscillations entre 0 et moins 3 Tesla remontent petit à petit comme ça, elles vont remonter, puis à la fin elles vont finir au bout de quelques dizaines de périodes pour se recentrer entre plus 1,5 et moins 1,5, sous l'effet de la résistance de l'enroulement primaire de R1. Voilà. Et petit à petit, le courant qui oscillait, qui avait des pics très violents, il va finir par osciller entre ces deux valeurs à la fin en régime permanent. Voilà, donc ça c'est le cas où on a des pics de courant dans le négatif, et on peut avoir des pics de courant dans le positif. Alors les pics de courant dans le positif, c'est le cas typiquement de la sinusoïde noire. La sinusoïde noire, en fait, elle va créer, si on démarre comme la sinusoïde noire, on va avoir une ondulation du champ magnétique entre 0 et plus 3 Tesla. C'est-à-dire que l'ondulation, voilà, que je fais en noir, du champ magnétique, elle va être entre là et là. Et l'ondulation du courant I1 correspondant, elle va être entre là et tout là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Alors, je vais prolonger mes courbes là. Voilà, on va dire que les deux courbes se rencontrent ici. Voilà. Et là, ça fait des ondulations de I1 qui sont asymétriques, qui oscillent entre 0 et une valeur crête ici qui est très très violente. Voilà. Et ça va durer le temps que ces oscillations entre 0 et 3 Tesla, petit à petit, se recentrent et finissent par osciller entre moins 1,5 et plus 1,5 Tesla sous l'effet de la résistance R1. Voilà l'origine des courants d'appel dans les transformateurs, c'est-à-dire des surintensités qui ont lieu à la mise sous tension et qui, de manière aléatoire, peuvent être avec des pics de courant négatifs ou des pics de courant positifs, voilà, assez violents, où il se peut, coup de bol, qu'on fasse la mise sous tension comme la courbe rouge ici, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de courant d'appel dans le transformateur. Voilà. Très bien, j'ai fini pour les courants d'appel et on va pouvoir passer aux questions suivantes de l'exercice, à savoir déterminer le nombre de spires au secondaire.